Alors, nous allons poursuivre sur le cheminement de la prise en charge et de l'accompagnement. Je vais demander à Stéphanie Papos, chargée de mission partenaire du service relations aux usagers de la MDPH de Seine-et-Marne, et Madame Grindorge, évaluatrice de la MDPH, de nous rejoindre. Vous allez nous rappeler quelles sont les missions de la MDPH. Et puis, dans le lien avec ce qui vient d'être présenté, vous allez établir toute l'importance du diagnostic pour assurer une bonne prise en charge et une bonne orientation des personnes concernées. Bonjour à tous. Alors, on va peut-être se présenter plus en détail. Donc, moi, je suis Stéphanie Papos, je suis chargée de mission partenaire au service relations aux usagers à la MDPH de Seine-et-Marne. Je précise que je suis arrivée il y a très peu de temps, moi, à la MDPH, et donc mon déroulé va être un petit peu théorique parce que malheureusement, je n'ai pas encore le savoir expérientiel de la MDPH. Mais après, c'est Madame Grindorge qui va aller plus dans le pratico-pratique, et du coup, je te laisse te présenter. Betty Grindorge, moi je suis évaluatrice sur le pôle vie professionnelle à la MDPH. J'y travaille depuis 16 ans. Donc, moi je vais aborder vraiment les moyens de compensation qui peuvent être mis en œuvre. Voilà, on ira rapidement sur le contexte réglementaire qui nous régit, l'émission de la MDPH, la constitution du dossier, et ensuite les mesures de compensation du handicap en s'attachant bien sûr au public qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, un petit rappel réglementaire. Alors, la grande loi qui régit l'intervention de la MDPH, c'est la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Cette loi, notamment, elle apporte une nouvelle définition du handicap. Elle instaure le droit à la compensation de ce handicap et elle crée les maisons départementales des personnes handicapées. Alors la définition sur laquelle on se base depuis 2005, c'est celle-ci, qui dit que le handicap est défini comme toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou encore d'un trouble de santé invalidant. Cette définition, ce qu'elle laisse entendre, c'est que ce n'est pas uniquement l'altération des fonctions, donc la déficience, qui va constituer le handicap, mais bien l'interaction entre cette altération et l'environnement de la personne, et donc les retentissements qui vont être induits sur le quotidien de la personne. C'est ça qui va faire que le handicap pourra être considéré comme tel. La compensation du handicap, elle est donc inscrite aussi dans la loi, et notamment dans le Code de l'action sociale et des familles, qui dit que la personne handicapée a le droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelle que soit l'origine et la nature de sa déficience, son âge et son mode de vie. Et cette compensation, elle va se décliner dans tous les champs de la vie de la personne, de la petite enfance, la scolarité, l'enseignement, l'éducation, l'insertion professionnelle, mais aussi les aménagements du domicile ou le cadre de travail. Donc elle concerne vraiment tous les champs de la vie de la personne. Par rapport à la définition du handicap, on voit que les troubles 10 et TDAH peuvent avoir un impact significatif sur la vie quotidienne des personnes et peuvent affecter leur scolarité, leur situation professionnelle, les relations sociales, l'autonomie, mais aussi l'organisation. Et pour tout ça, le handicap peut effectivement être reconnu par la MDPH et des mesures de compensation peuvent être proposées. Alors la MDPH existe dans chaque département, elle a des missions diverses. Une mission tout d'abord d'accueil et d'écoute, donc nous accueillons dans nos locaux à Savigny-le-Temple les personnes sans rendez-vous qui peuvent venir pour déposer leur dossier, poser des questions, etc. On a aussi comme mission d'aider à l'élaboration du projet de vie et à la complétude du dossier. Donc on a des rendez-vous qui peuvent être proposés avec des conseillères d'accompagnement, pareil dans nos locaux, qui vont aider la personne à rédiger
aussi parfois pas très simple à rédiger justement dans le dossier et à le compléter pour qu'il soit le plus complet possible. On verra après un petit peu toutes les informations dont on a besoin pour bien évaluer une situation. On a une mission d'évaluation et d'élaboration du plan personnalisé de compensation. C'est une mission qui est mise en œuvre par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH. Pareil, on la verra en détail juste après. On ne prend pas les décisions à la MDPH puisque c'est la CDAPH, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui va prendre les décisions. Néanmoins, la MDPH a pour mission d'organiser ces commissions. On suit aussi les décisions. On a une mission de médiation, mais aussi d'information et de formation. C'est ce que moi je fais notamment dans le cadre de la mission partenaire, où on propose des formations à nos partenaires. On participe à des colloques comme aujourd'hui, ou encore des différents forums sur le département. Alors, l'équipe pluridisciplinaire, elle est composée de différents professionnels qui viennent de différents champs et qui ont des formations différentes. Il y a des médecins, généralistes et spécialistes, des ergothérapeutes, des infirmiers, des psychologues, des conseillers en économie sociale et familiale, des assistants de service social, des éducateurs spécialisés, mais aussi des enseignants de l'éducation nationale qui vont s'occuper plus spécifiquement des dossiers enfants liés à la scolarité. En termes d'organisation, quel est le circuit d'un dossier quand il arrive à la MDPH? Donc, il peut nous arriver sous différentes formes, sous forme numérique ou sous forme papier. Tout est numérisé, en tout cas chez nous, puisqu'on travaille aujourd'hui uniquement sur informatique. Le dossier est dans un premier temps analysé par le premier service par lequel il passe, qui va s'assurer de la recevabilité du dossier, c'est-à-dire qu'il comporte bien tous les documents nécessaires pour qu'il puisse être évalué. On verra plus tard les pièces de recevabilité. Il envoie l'accusé de réception à l'usager et il va ensuite transmettre le dossier à un des pôles évaluateurs selon ce qu'on appelle la dominante de vie. Donc soit le traitement médical, c'est ce qu'on appelle un peu le circuit court, ça va être des demandes simples, soit de reconnaissance qualité de travailleur handicapé, des demandes d'AH, ce genre de choses. Il y a ensuite un pôle vie scolaire qui va traiter tous les dossiers enfants. Ok, d'accord. Et il y a aussi un pôle vie professionnelle, donc comme son nom l'indique, qui va traiter les demandes des adultes liées à l'insertion, au maintien dans l'emploi, et un pôle vie quotidienne qui est plutôt sur les mesures pour rester au domicile ou sur les orientations vers des établissements sociaux et médico-sociaux. Donc le dossier et la situation de la personne est évalué ici par l'équipe pluridisciplinaire qui fait des propositions diverses de compensation. Et ensuite, le dossier est présenté en commission départementale, en CDAPH, commission des droits de l'autonomie, qui prendra une décision du coup sur les propositions faites. Et on a mis un petit onglet sur le recours parce que, évidemment, comme toute décision, la personne peut faire un recours si elle n'est pas d'accord avec ce qui aura été décidé. Un petit focus sur la CDAPH, qui est donc un organe indépendant de la MDPH, qui est l'organe décisionnaire et qui est constitué de différents membres d'horizons divers. Les associations qui représentent des personnes en situation de handicap sont représentées majoritairement lors de cette commission. Il y a aussi des membres qui viennent d'associations de parents d'élèves, d'organisations syndicales. L'État est représenté, le département également, etc. Il y a aussi des organismes qui ont des voix uniquement consultatives. Ce sont des établissements et services médico-sociaux qui ont plutôt un regard expert et c'est pour ça qu'ils participent aussi à ces commissions. C'est la MDPH qui est chargée de présenter chaque situation lors de ces commissions et chaque personne qui le souhaite peut être auditionnée et présente lors de ces commissions. Alors, on en vient ensuite au dossier. Il y a des pièces qui sont absolument nécessaires parce qu'elles vont concerner ce qu'on appelle la recevabilité administrative du dossier. Donc, sans ces pièces-là, le dossier ne pourra pas être évalué par nos services. Il s'agit du certificat médical qui doit être daté de moins d'1 an, le justificatif de domicile, le justificatif d'identité
et le formulaire de demande qui sera complété, daté, signé. On parle ensuite de complétude du dossier. Au-delà des pièces obligatoires, il y a des pièces qui sont facultatives mais qui sont absolument nécessaires finalement pour qu'on puisse comprendre la situation de la personne, ses demandes et donc l'évaluer au mieux. Sans ces documents-là, on évaluera quand même le dossier puisqu'il est recevable, mais malheureusement il ne pourra pas être évalué finement. Donc on vous a listé certaines pièces, mais la liste n'est pas exhaustive. En fait, plus on a d'informations, de documents, mieux c'est, mieux l'équipe pluridisciplinaire peut avoir une idée précise de la situation de la personne. Donc par exemple, les comptes rendus d'hospitalisation, les bilans dont la personne peut disposer, des comptes rendus d'accompagnement, les factures ou devis, CV, bilan professionnel quand on est sur ce champ-là, les GEVASCO pour les demandes scolaires et les étudiants, les avis de la médecine du travail, etc. Donc ne pas se censurer, en tout cas, sur les documents qui peuvent compléter le dossier et aider à comprendre la situation. Un petit point maintenant sur le projet de vie dont on parle beaucoup dans le dossier MDPH. Dans le dossier, l'ancienne version du dossier, il y avait vraiment une page qui était liée au projet de vie et qui était nommée comme telle. C'est plus le cas dans le dossier aujourd'hui. Aujourd'hui, le projet de vie, en fait, il se décline dans les différentes parties du dossier, parce que dans le dossier, vous avez une partie vie quotidienne, vie scolaire, vie professionnelle, et en fait, dans chaque onglet, la personne, elle est invitée à faire état de ses besoins, de ses attentes dans les différents domaines de sa vie. Et à chaque fois, vous avez des espaces libres, d'expression libre, où la personne peut donner davantage d'informations. Et ce qui est important, c'est d'une part de faire état de ses souhaits, de ses projets, mais aussi et surtout de mettre un peu en lumière les retentissements des difficultés sur le quotidien. Ce qu'on va conseiller souvent, c'est pouvoir décrire une journée type, que ce soit à la maison, à l'école ou au travail, et ça pourra permettre de mettre en lumière justement les retentissements du handicap. Comme on dit, ça peut être fait sur papier, sur le dossier, mais aussi sur papier libre, à la main, ordinateur, tout est possible. En tout cas, c'est important que ces informations soient là et elles sont toujours lues par l'équipe pluridisciplinaire. Voilà, ça permet effectivement à l'équipe d'avoir une meilleure photographie des difficultés et des projets et souhaits du demandeur, parce que c'est vraiment l'esprit de la loi que de faire des propositions qui vont dans le sens des projets, des attentes et des besoins de la personne. Donc nous allons aborder les mesures de compensation du handicap qui peuvent être proposées à la personne. Donc tout d'abord nous avons donc la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les capacités à obtenir ou conserver un emploi vont être réduites du fait de l'interaction d'une ou plusieurs fonctions, donc elles peuvent être psychiques, sensorielles, physiques, mentales, cognitives, etc. Donc concrètement, si on prend l'exemple d'une personne qui a des troubles 10, elle peut très bien parvenir à passer l'entretien d'embauche sans difficulté, parce que les troubles ne vont pas forcément être apparents immédiatement à l'entretien d'embauche, mais lors de la période d'essai, c'est là où les troubles vont se manifester dans l'exécution de certaines tâches, poser problème sur l'efficacité dans le travail, créer peut-être des tensions avec des collègues, l'employeur qui n'est pas forcément satisfait, et l'employeur va du coup rompre le contrat. Et donc là, on a bien un obstacle pour se maintenir dans l'emploi, donc du fait d'une altération de fonction. Donc la personne relève bien de la RQTH. Comme l'a souligné tout à l'heure Stéphanie, c'est que la notion de handicap, c'est pas la pathologie, mais c'est bien le retentissement. On peut aussi avoir des personnes qui ont des troubles 10 et qui, par leur parcours, leur choix d'orientation professionnelle, ne vont pas se retrouver en difficulté parce que dans leur travail, les missions qui vont leur être confiées, en tout cas les troubles ne vont pas se manifester sur ces tâches-là. Ils peuvent tout à fait travailler comme tout le monde sans difficulté. Donc là, il n'y a pas de RQTH parce qu'il n'y a pas de retentissement dans la vie professionnelle. Donc en fait, voilà, c'est important de nuancer entre le diagnostic et le retentissement.
Les personnes qui ont une RQTH sont soumises aux mêmes droits et obligations du Code du travail que les autres travailleurs, et il n'y a pas d'obligation d'informer l'employeur ni de l'écrire sur le CV, ça c'est libre à la personne. Donc l'objectif de la RQTH, c'est de pouvoir proposer des dispositifs d'accompagnement, de réadaptation, des aménagements. Par exemple, une personne qui voudrait passer le concours de la fonction publique pourrait disposer d'aménagements, voire même passer par un recrutement spécifique sans passer par les concours. Elle peut bénéficier de l'obligation de l'emploi. L'obligation d'emploi, elle incite les employeurs à embaucher au moins 6% de travailleurs handicapés au sein de leurs effectifs. Elle peut bénéficier d'aménagements d'horaires, de conditions de travail au sens large, et bénéficier d'accompagnements spécifiques comme le Cap emploi. Donc les RQTH permet soit de... Voilà, on peut travailler donc, dans le milieu ordinaire, donc dans une entreprise normale, du milieu ordinaire, privé ou public. Ça peut être également donc, une entreprise adaptée, c'est le milieu ordinaire. Toutefois, en fait, une entreprise adaptée doit embaucher au moins 55% de travailleurs handicapés. C'est donc une entreprise qui va mettre en œuvre beaucoup d'aménagements pour accueillir ce public-là, et elle bénéficie d'aide de l'État. Mais ça reste du milieu ordinaire. On a également les établissements et services de réadaptation professionnelle et de préorientation, que je verrai un peu plus tard. Et l'RQTH aussi permet aussi de travailler en milieu protégé en ESAT. Donc, je verrai un peu plus tard. Donc, au niveau du droit commun, donc on a l'accompagnement Cap Emploi France Travail, donc anciennement Pôle Emploi. Donc là, c'est du droit commun. Donc si on est bénéficiaire de la RQTH, on peut se présenter au Pôle emploi et au Cap emploi et bénéficier de dispositifs d'accompagnement à l'insertion professionnelle. Donc, ils peuvent proposer des outils financés par l'AGEFIP, des prestations qui vont aider donc, à l'élaboration d'un projet professionnel, à trouver des formations. Donc toutefois, si l'accompagnement n'est pas suffisant sur le Cap emploi et France Travail, si la personne a besoin d'un accompagnement plus conséquent, la personne va être orientée vers les centres de réadaptation professionnelle. Et donc là, il est nécessaire d'avoir une notification MDPH. Donc on n'est plus dans le droit commun. Donc les établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle, donc, comme je vous l'ai dit, il faut une notification MDPH. Il y a donc des spécialistes, des professionnels qui vont accompagner la personne également dans cette élaboration de projets professionnels. Donc ça peut passer par des enquêtes métiers, des stages, des immersions. Parce que certaines personnes peuvent avoir des représentations de certains métiers et ne pas se rendre compte que les troubles qu'ils ont peuvent les freiner. Donc c'est bien de faire des immersions, de réaliser que là finalement le métier qui était visé n'est pas adapté, et c'est via toutes ces immersions qu'ils vont pouvoir affiner un projet professionnel. Ils vont être accompagnés par toute une équipe pluridisciplinaire, donc des formateurs mais aussi des psychologues, des travailleurs sociaux, des médecins, et à l'issue donc de ce travail-là, ils vont pouvoir définir un projet qui sera adapté à leurs capacités et à leurs limitations. Et ce qui est important, c'est que le rythme est adapté. Donc, par exemple, une personne qui a besoin d'interrompre son parcours pour raison de santé va pouvoir le faire et reprendre un peu plus tard. Et donc, ensuite, il y a les établissements et services de réadaptation professionnelle. Ce sont les mêmes équipes, mais là, ça va concerner le domaine diplômant qualifiant, pour vraiment avoir une formation qualifiante, un titre professionnel, et ensuite accéder au marché du travail. Donc ces établissements sont ouverts aux personnes de plus de 16 ans, donc être en situation de handicap et avoir besoin d'un accompagnement médico, psychosocial, professionnel. C'est-à-dire que voilà, les dispositifs de droit commun Cap emploi France Travail ne sont pas suffisants pour accompagner donc, la personne. Donc il faut une notification MDPH. Donc on peut être en recherche d'emploi ou être en emploi, mais avoir un risque d'inaptitude, c'est aussi possible. Et les travailleurs ESAT peuvent aussi intégrer les ESPO et les ESRP s'ils envisagent éventuellement de réintégrer le milieu ordinaire. Donc nous avons aussi le dispositif emploi accompagné. Donc
Donc c'est un dispositif qui va permettre d'accompagner de manière très individualisée la personne, et elle va l'accompagner dès la recherche d'emploi, mais jusqu'à la prise de poste, et elle va accompagner et le salarié et l'employeur. Donc l'objectif, c'est vraiment de sécuriser la personne dans l'emploi durablement. Donc le référent unique va pouvoir rassurer le salarié sur sa prise de poste, mais également discuter avec l'employeur, avec les collègues, pour les sensibiliser sur le handicap, voir comment ils peuvent aménager le poste et être vraiment là dans un quotidien si nécessaire. Le but étant de favoriser l'autonomie, que le référent intervienne le moins possible par la suite. Mais c'est une personne ressource, et si jamais il y a une difficulté, l'employeur peut tout de suite solliciter ce référent-là et voir comment on peut lever la problématique de manière à ce que la personne puisse être bien dans son travail et s'y maintenir. Donc il faut aussi avoir plus de 16 ans, être en situation de handicap, vouloir travailler dans le milieu ordinaire. Il faut aussi une notification à MDPH. Donc les établissements et services d'aide au travail, donc là on n'est plus du tout dans le milieu ordinaire. Donc là c'est une structure médico-sociale, et donc les personnes qui y travaillent donc ne sont pas soumises au code du travail. Il y a des règles à respecter en matière de dispositions en termes d'hygiène, de médecine du travail, mais voilà, ils ne sont pas soumis au code du travail. Les travailleurs au sein des ESAT vont travailler surtout sur des ateliers, donc ça peut être de l'horticulture, de la restauration collective, du conditionnement. Les ESAT proposent plusieurs ateliers, et ces ateliers sont encadrés par des éducateurs spécialisés. Donc c'est un public qui, concrètement, ne peut pas travailler en milieu ordinaire, ni même dans une entreprise adaptée. Donc là, il faut bien évidemment une notification MDPH. Le projet se travaille en amont, on ne rend pas en ESAT comme ça. L'idéal, c'est d'y faire des premières immersions, des stages qu'on appelle les MISP, mise en situation professionnelle en ESAT. Donc ces MISP, elles sont prescrites par la MDPH, souvent à la demande donc soit les ESAT eux-mêmes, donc l'usager parfois qui est accompagné va se présenter à un ESAT, et l'ESAT va nous solliciter pour que la personne puisse faire un stage. Donc nous, on va prescrire, et ça peut être aussi un organisme qui a une délégation de signature. Donc là c'est pareil, il faut avoir plus de 16 ans. Il faut savoir que la personne du coup ne peut pas être licenciée puisqu'elle n'est pas soumise au code du travail. Une demande de fin de prise en charge peut être demandée à la MDPH, mais c'est la MDPH qui va évaluer cette fin de prise en charge, et bien évidemment elle ne laisse pas la personne sans rien derrière, donc elle va proposer une alternative à la personne. Ah oui, et donc les personnes sont rémunérées. Généralement, cette rémunération elle est complétée par l'allocation adulte handicapé. Donc, l'allocation adulte handicapé, c'est un revenu minimum qui permet aux personnes en situation de handicap de garantir, de pouvoir faire face aux dépenses de la vie courante. Il faut avoir plus de 20 ans, ou alors on peut avoir entre 16 et 20 ans, mais ne plus être à la charge de ses parents au niveau de des prestations familiales. Donc nous, au niveau de la MDPH, on évalue l'âge au niveau du taux d'incapacité, et c'est la CAF qui va regarder les conditions de ressources. Donc c'est la CAF qui va verser l'allocation, ce n'est pas la MDPH. Donc nous, on va regarder si le taux est supérieur à 80, la hache, elle est de droit. Après, sur le public 10 et TDAH, on a rarement un taux supérieur à 80. On va plutôt les retrouver sur un taux entre 50 et 79%. Et dans ce cas, il faut qu'il y ait un autre critère qu'on appelle la restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi, donc la RSDAE. Et cette RSDAE va être évaluée par l'équipe pluridisciplinaire. Donc on va essayer de recueillir un maximum d'informations sur l'employabilité de la personne. Donc on a par exemple cet outil-là, je ne vais pas vous le détailler, mais on peut s'appuyer dessus. Concrètement, ce qu'on va rechercher, c'est voir si du fait du handicap, donc déjà voir s'il y a vraiment si on rentre dans la définition du handicap, et on va voir si la personne peut accéder à l'emploi, se maintenir au moins à mi-temps, même avec des aménagements.
Donc si elle peut le faire, elle ne relève pas de la RSDAE, mais si malgré des aménagements, elle ne peut pas au moins travailler à mi-temps, elle va dans ce cas relever de la RSDAE et elle va pouvoir prétendre à cette allocation. Ensuite, donc, on a la prestation de compensation du handicap. Donc là, je vais vraiment survoler parce que c'est un domaine qui est très très complexe et qu'il faudrait plusieurs demi-journées pour en parler, il faut des années pour la maîtriser. Donc je vais survoler parce que c'est important d'en avoir connaissance. Donc en fait, cette prestation de compensation du handicap, donc l'objectif, c'est, comme le nom l'indique, de compenser le handicap via un financement pour une aide humaine, des aides techniques, des aménagements du véhicule, on en a parlé tout à l'heure, la boîte automatique par exemple, des aides spécifiques, exceptionnelles. Donc les conditions, en fait, on a 20 activités et on va évaluer si sur ces 20 activités, la personne elle a une difficulté absolue à la réaliser ou si elle a sur 2 difficultés, elle est en difficulté grave. Et 2 activités. Sur 2 activités, oui. Donc historiquement, en fait, la PCH était plutôt destinée aux personnes, enfin en tout cas, les critères étaient tellement restrictifs que seules les personnes qui avaient un handicap moteur ou sensoriel pouvaient en bénéficier. Donc il y avait une très forte discrimination pour le public avec un handicap psychique, cognitif et intellectuel. Donc les critères ont été élargis récemment. Et donc on parle de PCH pour les troubles du neurodéveloppement. Donc, par exemple, on peut retrouver sur les publics 10 ou TDAH la notion de maîtriser son comportement, donc, ce qui inclut gérer le stress, faire face au stress, gérer l'imprévu, gérer les habilités sociales, maîtriser ses émotions, maîtriser ses pulsions, son agressivité verbale et physique dans ses relations avec autrui. On a également entreprendre les tâches multiples. Donc là, ça désigne tout ce qui est de la sphère des fonctions exécutives. Donc ça va être coordonner, planifier, maîtriser la chronologie, s'adapter à un contexte. Et donc en fait, toutes ces tâches exécutives, on les retrouve dans notre quotidien pour gérer ses courses, ses provisions, le stock, organiser des activités de loisirs avec ses amis. Planifier des événements. Ça peut être pour gérer ses courriers, payer ses factures, anticiper les échéances, gérer des doubles consignes. Donc toutes ces difficultés-là vont être évaluées dans le cadre de cette PCH. Et si on a bien 2 difficultés graves, la personne peut être éligible et bénéficier donc de financement pour des aides. Et enfin, nous avons donc les services médico-sociaux, donc le service d'accompagnement à la vie sociale, ou le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Donc ils ont à peu près les mêmes missions, la seule différence avec la notion d'accès aux soins, l'accompagnement aux soins. Mais concrètement, ces services-là vont accompagner le public dans la vie quotidienne. Ça peut être sur l'accès au logement, vivre dans son logement, l'entretenir, prendre des rendez-vous, éventuellement les accompagner sur les lieux de rendez-vous, avoir une vie sociale, rompre dans l'isolement, gérer les démarches administratives qui peuvent être très compliquées, gérer le budget éventuellement, et aider aussi à l'insertion dans le travail, éventuellement la mise en œuvre, par exemple, des orientations faites par la MDPH. Alors, on a vu pas mal de mesures de compensation, on ne les a pas toutes vues, hein, évidemment, parce que comme on vous le disait, elles concernent tous les champs de la vie. On s'est arrêté vraiment sur quelques-unes. Et je vous fais un dernier point sur l'aide à la constitution du dossier, puis ensuite on pourra répondre à vos questions. Du coup, le dossier, il peut paraître un petit peu complexe, il y a beaucoup de pages, etc. Et des fois, il peut être compliqué à remplir. Du coup, les personnes peuvent être accompagnées, aidées dans plusieurs lieux pour constituer ce dossier. Donc déjà, dans nos services, maintenant on est à Savigny-le-Temple, donc c'est pas forcément accessible pour tout le monde, même si on est à la gare. En tout cas, les personnes peuvent prendre rendez-vous, comme je vous disais tout à l'heure, avec une conseillère d'accompagnement dans nos services et être aidée pour compléter le dossier. Il existe aussi sur l'ensemble du département des points d'accueil qui sont les maisons départementales des solidarités, les pôles autonomie territoriaux et certains centres communaux d'action sociale.
tous ces points d'accueil sont répertoriés sur notre site internet. Il y a les infos juste après. Il y a aussi le service social de l'employeur. Quand c'est une grosse entreprise, il y a souvent un service social. Il y a même parfois des missions handicap chez certains employeurs qui peuvent accompagner les salariés dans la constitution du dossier, après même justement dans la mise en œuvre des mesures de compensation et d'accompagnement. Ou aussi le service social du lieu de soins est souvent spécialisé et va aussi être très compétent pour aider les personnes à constituer les dossiers. Nos coordonnées, simplement, donc une adresse postale, notre numéro de téléphone, où il y a aussi des chargés d'accueil qui répondent chaque jour aux demandes qui sont faites par téléphone. Un site internet avec des formulaires de demande, on peut transmettre des pièces complémentaires, par exemple, parce qu'il faut savoir qu'un dossier, une fois qu'il est déposé, vous le savez peut-être, mais nos délais de traitement sont relativement longs, mais une fois que le dossier est déposé, et tant qu'il n'est pas évalué, vous pouvez apporter tous les documents complémentaires. S'il y a des nouveaux bilans qui sont faits entre-temps ou toute pièce complémentaire peut être ajoutée au dossier, elle sera prise en compte lors de l'évaluation. Et ça peut être fait directement sur notre site internet. Vous avez en haut à droite une rubrique « Contactez-nous » et ensuite plusieurs options possibles, dont transmettre un document non réclamé par la NDPH. Et là, vous pouvez transmettre des bilans et tout document complémentaire. Et les points d'accueil CCAS, MDS, les points d'accueil territoriaux qui sont, comme je vous disais, répertoriés sur notre site. On en a fini pour notre présentation. On est à votre disposition si vous avez. Je crois qu'il y a un petit temps prévu pour les questions. Tout à fait. Donc on va passer déjà une question. Si vous avez besoin d'un micro, n'hésitez pas à vous manifester. Ça va comme ça? J'ai une petite question concernant le dossier MDPH. Si une personne a un nouveau diagnostic de PSA, par exemple, est-ce qu'il faut remplir à nouveau un certificat médical ou est-ce qu'on peut envoyer seulement le bilan PSA pour mettre à jour le dossier? Alors, comme le disait ma collègue, si le dossier, il y a déjà un dossier qui est déposé, qui est en cours, qui n'est pas finalisé, enfin qui n'a pas été décidé, tout ce qui est nouveau peut être ajouté. Donc, si entre-temps il y a un nouveau diagnostic, on peut rajouter un bilan, un certificat médical complémentaire. Par contre, si le dossier a déjà été décidé, qu'il y a déjà une notification, il faut malheureusement refaire un dossier complet. Donc tout dépend de la situation. D'accord. Merci. Il y a une question. Oui, Bonjour. Je vous remercie pour cette présentation déjà. On sait aujourd'hui que seulement, très très peu de cas de troubles du neurodéveloppement, et plus particulièrement troubles 10, je crois que ça relève de 3 à 4%, relève du champ médico-social. Donc déjà, peu de gens peuvent être reconnus en situation de handicap. Ma question, elle est de savoir déjà, j'ai entendu, mais j'aimerais avoir confirmation de votre part, que quand il y a une reconnaissance au niveau scolaire, aujourd'hui, il y a la bascule se fait automatiquement sur la RQTH quand la personne devient adulte. Je vous vois dire non, mais du coup, avoir un avis là-dessus. Savoir ce qu'il en est de la temporalité de la RQTH. Est-ce qu'il faut refaire des diagnostics est-ce qu'il faut redemander, et au bout de combien de temps la RQTH, sachant que vous demandez des justificatifs de moins d'1 an, mais il y a déjà 2 ans et demi d'attente pour avoir un rendez-vous, donc tout ça devient assez complexe à ce niveau-là. Pour répondre à la première question, en fait, comme j'expliquais un peu tout à l'heure, on peut très bien, par exemple, durant l'enfance, avoir effectivement bénéficié d'aménagements dans la scolarité pour pouvoir réussir au même titre que les autres élèves et lever les freins. Mais parfois, il y a des personnes qui vont présenter si on prend l'exemple de troubles 10, certaines personnes, et tant mieux pour elles, vont réussir dans leur vie d'adulte à ce que ces troubles ne soient pas un handicap dans leur vie, parce que leur orientation professionnelle va faire que ça ne va pas apparaître forcément. Donc là, il n'y a pas besoin d'RQTH, puisque il n'y a pas de handicap dans le travail. Donc ce n'est pas systématique, c'est bien individualisé, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a quitté le circuit scolaire, il faut que la personne, si elle est en difficulté dans l'emploi, qu'elle redépose un dossier, mais là pour demander une RQTH, et éventuellement les autres demandes que je vous ai présentées tout à l'heure en fonction des difficultés de la personne. sur la temporalité. Sur la temporalité,
En fait, tout dépend de la situation. Donc, en fait, une RQTH peut être ouverte sur 2 ans si on estime que la situation peut s'améliorer, mais elle peut être aussi ouverte sans limitation de durée. Donc là, c'est individualisé et donc ça dépend de la pathologie, ça dépend de la situation de la personne. Voilà, en fait, la possibilité est assez large. En fait. Donc on essaie dans la mesure du possible d'ouvrir de plus en plus longtemps. Mais on a après des situations où les personnes peuvent présenter une situation de handicap sur un temps court et après avoir une amélioration sur des pathologies qui peuvent... non, sur les 10... Non, mais voilà, on a des situations de maladies invalidantes qui peuvent s'améliorer et la personne n'est plus en situation de handicap par la suite. Donc sur les troubles 10, effectivement, ou les TDAH, on peut ouvrir sur une période longue, mais après on essaye aussi d'aligner tous les droits, pour éviter à la personne d'avoir à redéposer un dossier pour l'RQTH, puis un an après pour une autre demande. Donc, par exemple, si la personne elle relève de l'AH RSDAE, comme j'ai parlé tout à l'heure, ça c'est une prestation qui est ouverte que 2 ans. Voilà. Par dérogation, elle peut être ouverte 5 ans, mais c'est très rare, c'est vraiment pour des gens qui ont des pathologies où il y a vraiment, on sent que la personne va pouvoir s'insérer dans l'emploi. Mais pour quelqu'un qui a des troubles 10, on espère qu'elle va pouvoir s'insérer dans l'emploi avec tout un accompagnement à côté. Donc la hache, elle va ouverte que sur 2-3 ans, le temps que la personne puisse se former, acquérir des compétences, trouver un emploi, être accompagnée jusque dans l'emploi. Donc généralement, on va aligner la RQTH sur la hache de manière à ce que tout soit renouvelé, parce que la hache sera quand même réévaluée au dossier suivant, pour voir si effectivement elle a réussi à s'insérer dans l'emploi ou pas. Dans ce cas, on va la renouveler. Et dans ce cas, on va... en fonction de la situation, de la pathologie, ça peut varier. Mais on peut effectivement aller sans limitation de durée, c'est possible. Y a-t-il d'autres questions? Oui, 2. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'était pas nécessaire de préciser dans le CV ou avec l'employeur que la personne a un RQTH. Mais alors, pourquoi faire un dossier si on ne prévient pas? Alors ça, c'est la liberté de la personne, en fait. Elle peut le faire et en fonction de sa situation, la faire valoir ou pas. Donc, par exemple, elle peut ne pas vouloir en parler à l'entretien d'embauche parce qu'elle a peur d'être discriminée. Hein. Voilà, elle a peur de la discrimination, donc du coup, elle ne va peut-être pas la faire valoir, mais peut-être que si elle se rend compte que dans son travail, c'est compliqué, qu'elle a des remarques des collègues, que ça ne se passe pas bien avec l'employeur, elle va peut-être la faire valoir pour justement bénéficier de cette reconnaissance. Parfois, les gens ils recherchent juste la bienveillance de l'employeur. Se dire, j'y arrive pas, mais j'ai un handicap, j'ai une reconnaissance, et j'aurais besoin d'une bienveillance, d'une tolérance. Des fois, c'est pas forcément un désaménagement, mais c'est juste le faire reconnaître auprès de l'employeur et des collègues. Des fois, c'est juste simplement ça, en fait. Alors, il peut aussi, le patron risque aussi de se sentir coincé. Oui, mais après, il est soumis au droit, comme tout le monde, mais qui ne peut pas licencier la personne, risquer de présenter ses RQTH. En période d'essai, oui, par exemple, oui. Mais généralement, les personnes, justement, elles vont éviter peut-être de la faire valoir sur la période d'essai. Et après, il y a d'autres personnes qui, au contraire, vont la faire valoir tout de suite parce qu'elles savent aussi que les employeurs sont soumis à ces 6% de recrutement de personnes en situation de handicap. Et on a même des employeurs qui nous les réclament parce qu'ils veulent avoir ce taux-là et pas avoir à payer la contribution. Oui, il y a des employeurs qui font des campagnes vraiment pour essayer de repérer les personnes qui ont une RQTH, qui ne l'ont pas dit ou qui pourraient en avoir une, et qui vont les encourager à faire reconnaître leur situation. Ça leur permet effectivement d'entrer dans cette règle des 6%. Donc parfois, on a des courriers, on a des employeurs qui s'adressent à nous par courrier et qui nous réclament les RQTH pour leurs salariés. Donc ça, parfois, c'est l'employeur aussi qui soutient la demande de la personne. Il y avait une question derrière. Bonjour. Alors, mon fils qui est actuellement ici, qui est TDAH 10 et en apprentissage, moi je dois refaire son dossier MDPH. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a besoin du GIVASCO? Parce qu'à son lycée, on m'a fait qu'un PAP. Et comme là, ses droits finissent fin août, donc je ne sais pas si comment ça se passe. Parce que je sais qu'en primaire, c'est GIVASCO, mais là, au lycée, comme il est en alternance, il fait horticulture. C'est un CFA. C'est CFA, il fait alternance école employeur.
Mais là, comme je dois refaire moi, on m'a fait un PAP pour Vous n'avez refaire pas eu d'équipe de suivi de la scolarisation en CFA, ça, il n'y en a pas. Non. Donc, de toute façon, le GIVASCO, il me semble, alors moi je suis plus sur l'aspect vie professionnelle, donc le côté scolaire, je le maîtrise un petit peu moins, mais le GIVASCO, c'est quand la personne est scolarisée au niveau de l'éducation nationale. Donc si ça ne relève plus de l'éducation nationale, il me semble qu'il n'y a pas de GIVASCO. Donc après, il faut fournir tous les éléments que vous avez en votre possession. Donc si vous avez des documents de l'établissement qui soulignent les difficultés, vous pouvez les joindre. Voilà. Après, le GIVASCO, ce n'est pas un bloquant pour la recevabilité. D'accord. Donc si jamais l'équipe pluridisciplinaire en avait besoin et qu'il s'avère que le CFA pourrait le fournir, elle vous le réclamera à ce moment-là. Mais il me semble que quand on est en CFA, il n'y a pas de GIVASCO. D'accord. Ouais. Et comme vous dites RQTH, là il a eu 19 ans cette année. Oui, il pourrait effectivement. En plus, la RQTH, quand on a un apprentissage, ça peut être à partir de 15 ans. D'accord. Mais le dossier, c'est le même. Oui, c'est le même dossier en fait. C'est D'accord. exactement le même dossier. De toute façon, il faut savoir que même si une personne n'a pas spécifié une demande, nous, on est dans l'obligation d'évaluer la globalité. Donc en fait, on évalue la problématique de la personne. Et si jamais on estime que la personne va relever de telle orientation ou prestation et qu'elle ne l'a pas demandé, on va quand même la proposer. D'accord. Même s'il n'a plus de suivi, il va plus rien. Nous, en fait, voilà, si on estime que la personne elle pourrait relever de l'RQTH et qu'elle n'a pas demandé, on va la proposer. Si elle pourrait relever de l'allocation adulte handicapé et qu'elle n'a pas demandé, on va la proposer. D'accord. Y a-t-il d'autres questions? Bonjour. Moi, je voulais savoir comment se mettait en place la RQTH sur les stages de seconde, par exemple. Alors, nous, on n'a pas été confrontés à ce genre de situation, mais concrètement, à partir du moment où il y a un stage en milieu de travail et que la personne est en situation de handicap, effectivement, si aujourd'hui on nous demande de faire des stages en seconde, la personne peut le faire valoir auprès de l'employeur éventuellement. En fait, si la personne elle a déposé un dossier et qu'elle a une RQTH, elle peut le faire valoir à son employeur après pour avoir des aménagements pendant son stage. Mais après, voilà, l'employeur il est libre d'accepter, de refuser. Ça, malheureusement, voilà, ça c'est la réalité de. Parce qu'il y a quand même 35 heures à faire sur le stage de seconde. Oui. Après, comme on est sur des stages, vous parlez du stage de seconde de fin d'année, qui est devenu obligatoire. Là. Complètement. Voilà. Je pense que les employeurs n'ont pas d'exigence sur ces stages-là. Hein. C'est comme les stages de troisième, ils vont pas forcément être exigeants. Ça dépend. Mais je pense que c'est plus... je pense qu'il y aura plus de bienveillance quand même sur ce genre de stage. Donc c'est bien de la faire valoir en tout cas et de voir avec l'employeur s'il y a possibilité de mettre des aménagements. Et comment ça s'appelle? Ah ben ça c'est l'employeur. Parce que le problème c'est que quand on est salarié, on va bénéficier de la médecine du travail qui va être derrière. Mais là c'est pas le cas. Donc là c'est vraiment le bon vouloir de l'employeur sur ce stage de dire ok bon mais il y a un handicap, on peut effectivement mettre des outils, des aménagements, on va alléger le temps de travail. Donc ça, c'est vraiment une relation entre le stagiaire et l'employeur, en fait. Bon, merci. Juste pour compléter, peut-être vous adressez s'il y a un référent handicap. Oui, aussi. Ou même, du coup, chez l'employeur, si c'est une grande entreprise, il peut y avoir des missions handicap. Par exemple, Disney est une très grosse mission handicap. Donc, ils sont assez... À ce moment-là, effectivement, ça peut être le bien. Peut-être. On peut tester. Moi, c'est plutôt une information. Quand il y a un renouvellement d'un EH ou d'un H, en général, la notification de droit est envoyée à la caisse d'allocation familiale par la NDPH. Et ce qui peut être important pour les
Y a-t-il d'autres questions, apports? Non. Il nous reste vous aussi à vous remercier et à vous applaudir, si vous voulez bien. Alors, je vais demander à un tandem de me rejoindre. Voilà, deux personnes qui ont l'habitude de travailler ensemble.